Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Bienvenue pour le retour du podcast du Journal du golf. Après quelques années de silence, la seule émission de débat sur le golf du PAF redémarre. On se retrouvera tous les mercredis pour évoquer l'actualité de la petite balle blanche et tous les sujets qui nous tiennent à cœur et vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons notamment joindre Martin Coulon, notre envoyé spécial à Abu Dhabi, pour le véritable lancement du Tour européen. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et nous avons une joueuse de golf professionnelle à nos côtés, Johanna Claten, la plus longue frappeuse du LPGA depuis 3 ans. Bonjour Johanna. Salut Arnaud. Le LPGA, le circuit féminin américain. Johanna, vous êtes blessée et n'avez pas repris l'entraînement. C'est pour cela que vous êtes à nos côtés. On a pris de vos nouvelles la semaine dernière. Une émission à retrouver sur le Facebook du Journal du Golf. Est-ce que l'amélioration de votre épaule ou de votre santé continue, Johanna ? La stabilisation, oui. Il n'y a pas vraiment d'amélioration pour le moment, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un super kiné vraiment spécialisé dans l'épaule. Et j'ai eu ma première séance avec lui hier et ça s'est vraiment bien passé. Je sens qu'il va vraiment m'aider. Donc la semaine prochaine, je le vois 3 fois dans la semaine et ainsi de suite. Et donc j'espère que dans 2 semaines, il y aura vraiment un progrès. Et donc à ce moment-là, j'en saurai beaucoup plus. D'accord. Et reprise de l'entraînement pour début février, toujours ? J'espère. Mais actuellement, je ne peux pas dire parce que au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas monter le club sans que ça me fasse vraiment très mal. Donc voilà, je ne peux pas dire avec certitude que je vais pouvoir rejoindre en février, mais les médecins sont optimistes. Donc voilà. On vous a eu la semaine dernière, on le disait, vous avez quand même un peu d'inquiétude sur cette reprise et sur ce que ça pourrait vous coûter pour la suite de la saison ? Oui, si je peux reprendre en février, ça ne m'inquiète pas parce qu'au final, ce break m'aura fait beaucoup de bien mentalement et puis je peux quand même faire du petit jeu maintenant depuis une semaine. Donc souvent, ce qui est plus difficile à reprendre, c'est le petit jeu. Et le grand jeu, j'étais en forme juste avant d'arrêter, je sais sur quoi travailler. J'ai ma coach qui est ici, qui m'a vu swinguer avant que je m'arrête, qui saura comment me remettre en forme. Donc je suis pas inquiète. Évidemment, si j'en ai pour encore je sais pas combien de mois, là ça va m'inquiéter un peu. Et alors, pour terminer, quels sont vos buts à l'orée de cette saison ? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs ou pas ? Mon but, c'était de finir au moins dans le top 50 du LPGA. Et voilà, aller gratter les top 5. Et je pense que j'en ai largement les moyens. Parce que voilà, j'ai bien progressé au niveau du petit jeu. Et c'était vraiment ce qui manquait pour que je puisse aller chercher la tête. Donc de toute façon, vous restez avec nous pendant toute l'émission, mais place maintenant au Tour européen. On est en ligne avec notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Martin Coulon. Bonjour Martin. Salut tout le monde, c'est bien cool de vous retrouver pour un petit podcast. Ça faisait bien longtemps, je suis un peu rouillé, mais je suis chaud là, dites-moi tout. Justement, vous êtes chaud, faites-nous rêver là. Nous, il pleut, il fait froid en France. Quel temps et quelle température dans les Émirats Arabes Unis ? Il fait moins 40 dans les centres commerciaux et il fait plus 25, plus 28, plus 30 dehors. Donc ouais, il fait beau, c'est les Émirats, hein, comme d'hab Arnaud. Il n'y a pas de grande nouveauté sous le soleil, à part un peu de brouillard. Hein, on a du brouillard assez épais le matin, c'est un peu bizarre, mais non, il fait bon, il fait chaud, il y a du vent, c'est agréable quoi, ça fait du bien. Et on a vu les premières photos, évidemment, le parcours comme d'habitude a l'air absolument génial. Les joueurs ont l'air tous excités à l'idée de reprendre. C'est le véritable lancement de la saison, Martin. Oui, c'est une évidence ici, c'est un peu le vrai, la petite rentrée des classes, c'est assez marrant, tout le monde se retrouve après les fêtes de fin d'année, on entend des bonnes années dans tous les sens, voilà, tout le monde, voilà, il y a les nouveaux sponsors, le nouveau matériel qui arrive, ouais, c'est un peu la rentrée pour on va dire pour les gros du Tour européen, parce que la semaine dernière, on sait que c'était en Afrique du Sud que ça se passait la vraie rentrée, mais les vrais gros, on va dire le vrai début de la saison, c'est comme d'habitude à Abu Dhabi que ça se passe, et ouais, sur un parcours qui est toujours aussi somptueux, toujours aussi entretenu de façon géniale, donc c'est assez cool quoi, ouais. Il y a les meilleurs joueurs européens, mais il y a aussi les meilleurs joueurs mondiaux, en tout cas le meilleur joueur mondial, Dustin Johnson. Martin, est-ce que vous l'avez croisé ?
Alors ouais, je l'ai croisé, je l'ai checké comme d'hab, puisqu'on se check avec Dustin, non pas du tout. Je l'ai vu au practice taper quelques balles cet après-midi, et donc oui, il est bien là, et plus que bien là, puisque comme d'habitude, il envoie des trucs monstrueux, Là, je l'ai vu fer en main avec cette espèce de long fer, une espèce de fer 2. C'est juste délirant ce qu'il fait. Enfin, même en le regardant taper quelques balles ici ou là, ça reste du délire ce type-là. Enfin, il a le M3 ou le M4 dans le sac de Taylor? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je crois qu'il a le M4. Il l'avait à Hawaï, le M4. Mais... Alors c'est l'inverse, pardon. C'est celui qui. Mais il n'arrête pas de changer, donc des trajectoires un peu plus hautes. Il cherchait des trajectoires un petit peu plus hautes, à ce que j'ai cru comprendre en début de semaine. Mais ouais, je crois que. Alors, j'ai pas été voir dans le sac. Je suis désolé même. J'ai pas été dans le sac de Dustin encore. Mais promis, j'y vais mercredi. Voilà. Promis. C'est le driver de Dustin Johnson de TaylorMade pour les internautes qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialistes en matériel. Donc Dustin Johnson est là, mais l'autre attraction du tournoi, c'est le retour de Rory McIlroy qui était blessé en fin de saison dernière, qui est bien là, que vous avez vu et qui lui aussi pète la forme apparemment, Martin. Ah ouais. Et j'étais vraiment agréablement surpris de retrouver Rory. J'avais pas totalement réalisé, ça faisait 103 ou 104 jours qu'il avait pas fait une conférence de presse et qu'on l'avait pas vraiment vu. Alors voilà, il a détaillé un petit peu ce qu'il a fait. Il a fait des petites vacances en Italie avec sa douce et tendre. Il a pris un peu de temps pour lui et il a beaucoup travaillé sur son physique. Et ça se voit vraiment. Apparemment, il a perdu entre 2 et 5 kilos de graisse et il en a pris 2 ou 3 de muscles. Et il est vraiment très impressionnant physiquement parlant. C'est pas un Golgoth comme en termes de grandeur comme peut l'être l'espèce d'albatros qui est Dustin Johnson, mais Rory, ouais, c'est un vrai athlète là. Ça rigole vraiment pas. Je l'ai regardé taper longuement au practice cet après-midi parce que moi j'adore ce bonhomme et j'adore son swing évidemment comme beaucoup de monde, mais j'avais envie de voir comment le type swingait la balle et comment physiquement ça tenait, parce que c'était un peu l'interrogation qu'on avait en fin de saison dernière. Et il y a zéro frein, quoi. Ça va, mais à une vitesse folle. Et c'est très physique. Et j'ai en discuté un petit peu vite fait avec Nicolas Colsart que j'ai croisé, avec Greg Avray, avec Benjamin Hébert qui tapait des balles juste derrière lui. Et tous étaient d'accord pour dire qu'il avait vraiment pris quelque chose physiquement dans cette période de pause. Donc ouais, on le sent bien. Mais il utilise quel driver, le M3 ou le M4? Non, je blague. Il est en bonne santé. Enfin, il nous avait parlé de petits problèmes cardiaques avant de dire que finalement c'était pas si grave que ça. C'est assez marrant parce que j'en ai discuté avec les quelques collègues anglais qu'on commence à côtoyer sur le tour, et dont un qui est un Irlandais qui est assez rigolo, et je lui dis alors c'est toi qui as sorti l'info sur les problèmes de cœur de Rory. Il fait non, c'est un autre pote qui est pas là d'ailleurs, c'est James Corrigan du Télégraphe, pour le citer, et apparemment l'entourage de Rory a un peu tiqué là-dessus parce qu'apparemment il y a rien du tout, quoi. C'est une sorte de petite alerte de petites malformations qu'il faut juste surveiller, en fait. Voilà, c'est bon, le bonhomme il approche de la trentaine, c'est un sportif aguerri qui doit quand même un peu surveiller sa ligne et surveiller son outil de travail qui est son corps. Ils se sont rendus compte de ce petit j'ai pas exactement le terme médical propre à ce qui lui arrive, mais c'est vraiment rien du tout, quoi. Et en fait on en a fait, j'ai envie de dire, nous la presse, on en a fait un peu du flanc, parce qu'on dit oh là là, Rory, problème au cœur, qu'est-ce qui se passe? Mais non, et lui-même dit défendez-vous les gars, franchement ça va très bien, je peux manquer des séances de sport sans souci, je peux manquer des parcours sans souci, et je peux taper très fort sans souci, pas de souci là-dessus. Voilà. Donc il va nous gagner un major cette année, on est d'accord, hein, Martin? Enfin, moi c'est ce que je pense, et je pense que tu penses la même chose, non? Ça fait tellement longtemps, d'une, qu'il a pas planté un tournoi, et que deux, on le sent vraiment en mode c'est pas anodin pour moi que ce bonhomme-là ait pris autant de temps de pause. Et même lui-même disait en conférence de presse qu'il aurait adoré carrément breaker après l'USPGA, donc après la fin du mois d'août dernier. Donc c'est dire s'il y avait une sorte de fatigue mentale, de fatigue évidemment physique, et voilà, cette petite blessure, ces petits pépins physiques qui s'accumulaient. Voilà, le bonhomme clairement il s'est dit allez, on fait un gros break, on tire la langue entre guillemets à la finale de la Race to Dubai, qui est quand même pas rien comme message. Ça veut vraiment dire je m'occupe de moi, je m'occupe de ma santé. Et la priorité de ce genre de joueur-là, c'est évidemment d'être en forme pour les majeurs, évidemment pour le premier d'entre eux qui est le Masters, et qui correspond
idéalement à son jeu, à sa frappe de balle et à sa hauteur de balle. Pour boucler le majeur en carrière de Rory. Le On rappelle, c'est le seul qui lui manque. Le seul qui lui manque. Ah ouais, ça c'est certain. Martin, on n'a pas fini d'en reparler, mais est-ce que vous pensez, et Johanna et Benjamin aussi, que Rory avait besoin encore de prendre du muscle? Est-ce que vous croyez que c'est pas comme Tiger Woods? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il part dans la mauvaise direction, qu'il ne tire pas sur son corps, qu'il lui envoie des signaux? Est-ce qu'il avait besoin de... J'ai pas la sensation que ce bonhomme-là, ce joueur-là, le genre on le connaît, quoi. Tout va bien. Que ce joueur-là prenne en masse autant que Tiger, au sens, c'est pas bodybuildé. Il faut qu'on comprenne bien. C'est vraiment une impression que le bonhomme s'est asséché. Voilà, il a enlevé encore les quelques petits kilos de graisse qu'il avait ici ou là. Je vois pas trop où il les avait, mais bon, non. A priori il en avait, et qui s'est raffermi et qui s'est tonifié encore plus que d'habitude. Et on sent vraiment ça me fait penser à un physique à la Jason Day, quoi. C'est quelque chose d'assez sec, d'assez ultra élastique, et ça va à une vitesse dingue. Donc non, j'aurais pas tendance à dire qu'il se bodybuild, qu'il se prépare physiquement, qu'il cherche du muscle pour le muscle. C'est l'élasticité, c'est de la vitesse, c'est de la fibre rapide, comme on le disait avec Christian Serraer, dans la fibre rapide, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qu'il est allé chercher cet hiver, enfin, dans cette pause hivernale. Johanna, vous voulez je intervenir? voulais juste préciser quelque chose avec Tiger Woods, parce qu'on dit que il se serait trop entraîné physiquement, tout ça, mais c'est pas tellement son entraînement physique qui a entraîné toutes ses blessures, c'est les entraînements qu'il a fait avec la Navy SEAL, où il s'amusait de sauter de bancs de 3 mètres de hauteur avec une veste lestée de 20 kilos. C'était pas son entraînement physique pour le golf qu'il a abîmé. Donc je pense que Rory, il va pas faire les mêmes erreurs que Tiger à ce niveau-là. Tiger, il a fait ça surtout parce que son père était dans les Navy Seals. Voilà, c'était un trip à lui. Mais Rory, il est quand même très très bien encadré physiquement apparemment. Rory, il est très très bien encadré, comme tu dis, Johanna. Il est aussi plutôt proche de Jack Nicklaus, qui aime bien conseiller ses jeunes joueurs et ces joueurs qui gagnent beaucoup de grands chelems, ces joueurs de très haut niveau. Et on sait, Rory l'a dit, qu'il avait eu des conversations avec Jack à propos de cette préparation physique que Nicklaus a jugé un peu à outrance. Et on sait que McIlroy a fait un petit peu par le passé du bodybuilding pour se sentir mieux dans sa peau, tout simplement. Bon, c'est pas qu'on se moquait de lui quand il était ado, mais il était un petit peu, petit peu grassouillé. Et il a vraiment voulu changer cette apparence. Pour se protéger, parce qu'il avait tellement de vitesse de club qu'avec son physique, s'il se musclait pas le dos, tout ça, il allait se foutre en l'air le dos. Voilà, tout ça pour dire la rotation, c'est pas bon pour le dos. Donc si on se muscle pas. Les commentaires de Jack, généralement on les écoute. Et donc, comme a dit Martin, McIlroy repart vers une préparation physique peut-être plus saine et plus utile pour le golf. C'est très bien Dustin Johnson, Rory McIlroy, mais nous ce qui nous intéresse c'est les Français. Pas de Victor Dubuisson, malheureusement apparemment malade Martin, et un petit contingent français avec seulement 8 joueurs, pas de Raphaël Jacquelin, aucun joueur qui était sur le Challenge Tour l'année dernière. Ça fait pas un peu bizarre là, ce clan français aussi réduit? On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Si, vraiment, ça fait vraiment bizarre, et ça fait d'autant plus bizarre. Vous en parliez à l'instant, Arnaud, vous me lanciez un nom que j'avais quand même l'habitude de voir à peu près tous les ans à Abu Dhabi, c'est Raphaël Jacquelin. Et Raphaël Jacquelin, il est première réserve là à Abu Dhabi, et il est deuxième ou troisième réserve à Dubaï la semaine prochaine. Donc c'est très bizarre. Ouais, il y a une sorte d'impression d'écrémage un peu j'ai envie de dire malheureux ou naturel des choses, qui fait que ça devient de plus en plus dur, de rentrer dans ces gros tournois qui deviennent vraiment des gros tournois de début d'année, en particulier sur le Tour européen, qui prend un peu du galon avec évidemment la présence du numéro 1 mondial, mais qui est quand même dû à quelques pétrodollars qui se sont accumulés sur son compte en banque. Faut pas se le cacher, comme c'était le cas l'année dernière. Mais c'est vrai qu'un contingent de 8 Français. Après, c'est 8 Français qui ont quasiment tous leur chance de vraiment bien y figurer. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, quoi. C'est plutôt même très réjouissant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un Mathieu Pavon qui reprend sa saison là. J'ai hâte de voir ce que Mike Lorenzo Vera, sa pause hivernale, a donné, parce que pareil, lui, je l'ai croisé à la salle, on a discuté un petit peu. On le sent ultra motivé, on le sent vraiment totalement dans son truc. Et il a beaucoup bossé avec son coach Justin Parsons à Dubaï dans les précédentes semaines. Donc sur un swing qui commence à devenir ce que lui attend de
ce que lui estime être un swing de haut niveau. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir tous ces jeunes joueurs-là ou tous ces joueurs qui sont plus ou moins aguerris ou qui commencent à s'aguerrir à ce niveau-là, de les voir vraiment lancer leur saison et ça va être cool, quoi. Ça va être cool de les voir. C'est un peu excitant, quoi. On va pas se le cacher, hein. Ouais, c'est ce que disait Martin sur Raphaël, c'est un peu la nature des choses et ce que disait Chubby Chandler dans l'interview dans le Journal du Golf du mois de décembre. Il disait qu'à partir de 38-40, ça devient compliqué et que pour lui, Chubby Chandler, à 43 ans, c'est vraiment l'âge entre guillemets limite où ça devient vraiment exceptionnel de rester sur le tour. Ça serait d'ailleurs intéressant de compter quel joueur a encore sa carte après 43 ans à une catégorie 8 ou mieux sur le tour européen. Ça doit être une dizaine de joueurs peut-être. Ouais, on demandera ça. Peut-être même moins. Je regarderai, tiens. On demandera ça à Rémi aussi. C'est un boulot parfait pour Rémi. Pour terminer, Martin, on va vous libérer. Il est assez tard à Abu Dhabi. Un petit pronostic pour cette semaine. Je ne vais pas dire pour le vainqueur du tournoi parce que c'est compliqué, mais allez, pour le meilleur Français de la semaine, vous qui êtes sur place, vous voyez qui comme meilleur représentant français et pourquoi pas vainqueur du tournoi d'ailleurs. Ouais, alors vainqueur du tournoi c'est compliqué à dire parce que voilà, c'est vous-même Arnaud qui adorez le dire, le golf c'est un sport, une science inexacte, nanana, ce qui est pas faux. Moi j'ai envie de dire les deux ou trois Français qui m'ont vraiment bien fait vibrer l'an dernier, à savoir moi évidemment Alex Lévy qui est numéro 1 tricolore et que j'ai longuement côtoyé depuis 2 jours parce qu'on a fait quelques shootings pour les prochains journaux du golf, évidemment, pour pas le cacher et j'en ai discuté un petit peu avec lui du fait qu'il ait joué le Asia Cup la semaine dernière et du fait que voilà il côtoie maintenant des joueurs comme Henrik Stenson, il côtoie des entraîneurs comme Phil Kenyon avec son coach de putting avec qui maintenant il s'entraîne toute l'année, c'est plus des piges maintenant, c'est quelque chose d'effectif. Et Phil Kenyon c'est l'entraîneur de putting entre autres de Rory McIlroy ou de Henrik Stenson pour dire voilà, donc il y a une vraie prise de conscience du haut niveau et une vraie prise de conscience de son niveau à lui. Il m'a dit que son golf, il se sentait bien là-dedans, il se sentait bien dans ce qu'il faisait, il se sentait bien dans son entourage. Donc moi, je mets une pièce évidemment sur Alex Lévy, c'est un peu facile. Je mets une pièce sur Mike Lorenzo Vera parce que pareil, voilà, on fait pas une saison comme il a fait l'année dernière et on perd pas son golf en 2 mois. Et je mets une grosse pièce sur un joueur comme Mathieu Pavon parce qu'il a tout pour performer sur ce genre de parcours-là. Il tape fort, il est malin, il est patient, il a l'expérience maintenant de ce parcours-là. Il tape plutôt droit, il peut être plutôt très très bien. Donc c'est vraiment ce trio-là que je vois. Alors évidemment après la science inexacte qu'est le golf va me faire évidemment mentir, j'en suis quasi persuadé, mais je pense que dans ces trois-là on tient un petit trio de joueurs qui peuvent faire des choses intéressantes, quoi. Eh ben, on débriefera ça la semaine prochaine avec vous, Martin. Ouais, merci d'avoir été plaisir avec nous et bonne semaine à Abu Dhabi. À très vite de retour en France. À plus tard les gars. La Ryder Cup, c'est dans 8 mois. Cette Ryder Cup qu'on attend tous en France, elle se déroulera sur le golf national. C'est la première fois que la France accueille la mythique opposition Europe-États-Unis. Sur le practice de Longchamp, les amateurs de golf sont unanimes. La Ryder Cup en France, c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est super pour le golf en France, enfin pour le développement du golf en France. C'est pas mal, je veux dire, ça n'a jamais eu lieu, donc moi je trouve ça plutôt, c'est plutôt enrichissant, puis ça va faire découvrir un peu le golf en France, parce que c'est quand même, c'est connu mais de loin, quoi. Les gens connaissent pas trop, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. On pourrait comparer ça à une Coupe du Monde, à la Coupe du Monde de rugby qu'on va aussi récupérer bientôt, ou la Coupe du Monde de 98. Donc oui, pour les golfeurs en particulier, ça va être génial. L'impact, tous les meilleurs vont être là. On va suivre ça avec intérêt et passion. Ouais. Oui, bien sûr, je vais la suivre puisque j'aime le golf, comme je suis beaucoup de tournois de golf à la télé, et celui-là, bien, par excellence, bien évidemment, je vais le suivre parce que c'est l'événement que tous les golfeurs attendent. Et c'est agréable aussi de voir évoluer les joueurs sur un terrain qu'on connaît parce qu'on se rend compte justement de la différence entre les pros et les amateurs. J'ai eu l'occasion de jouer quelques fois sur le parcours national. Donc oui, ça c'est amusant de les voir jouer sur un parcours qu'on connaît et de voir leur stratégie. L'autre question, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec Martin. La question qui revient dans les clubhouses, c'est la présence de nos joueurs tricolores à cette Ryder Cup. Il y aura-t-il un Français dans l'équipe européenne de Thomas Bjorn ? Ah, ça c'est encore un peu tôt pour savoir. Pour le moment, si c'était aujourd'hui le choix, je ne sais pas s'il serait retenu. Donc ils ont à progresser encore dans les mois à venir. Moi je vois plus Lévy éventuellement, quoi. Ça va dépendre évidemment de cette année, mais
Mais je suis pas super optimiste. J'aimerais bien, mais je suis pas super optimiste. C'est aussi un problème de forme du moment. Est-ce qu'on aura un joueur français en forme entre le mois de mai et le mois de septembre? C'est difficile à dire aujourd'hui. Bien sûr, ça me ferait plaisir qu'il y ait un Français qui fasse partie de l'équipe et surtout qui contribue à la victoire. Il y a un ou deux noms dont on a envie qu'ils soient là, chez nous, les Français. Il y a Mathieu Pavon aussi qui se débrouille très bien, mais c'est si Dubuisson il fait les débuts d'année comme les fins d'année qu'il vient de faire. Ouais. Il a tout, il a le feu, il a le talent dans les mains, donc ça on le sait tous. Donc sa place techniquement il l'a, il en a déjà fait une, donc ça s'est bien passé. Donc je vois pas pourquoi il la referait pas cette année et chez nous, chez lui. Et que ça se passerait super bien, quoi. Ouais, ça serait génial. Mais le problème, c'est lui, quoi. S'il veut la faire, il l'aura. Mais après. Ouais, les spectateurs français, ils sont comme nous. Tout le monde est un peu persuadé que si Victor Dubuisson veut la faire, cette Ryder Cup, il la fera. Merci à Rémi Rivière pour ses sons recueillis, donc encore une fois, sur ce magnifique practice de Longchamp à Paris. Johanna, un avis sur la présence d'un joueur français dans cette équipe de Ryder Cup? Moi, je n'ai aucun doute sur Victor Dubuisson. S'il arrive à se motiver pour jouer cette compète, il a un talent tellement inouï qu'il va y arriver. Il a bluffé quand même tout le monde l'année dernière au Alfred Dunhill. Et puis, non, il est incroyable. Donc oui, je mettrais bien un billet sur lui. Benjamin, c'est ça, c'est s'il veut, il ira. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est un peu le disque qu'on a tendance à repasser et repasser depuis 2 ans maintenant. Le problème, c'est que Victor ne jouera pas le Masters. Enfin, en tout cas, évidemment, il faudrait qu'il revienne dans le top 50 et ça peut aller très vite. Une grosse semaine dans les victoire à Abu Dhabi cette semaine. Ça va être compliqué, mais parce qu'on rappelle, il est blessé, malade en tout cas, Victor Dubuisson, malheureusement, par une mauvaise grippe qui le cloue au lit. Voilà, mais le problème est pas tellement. Enfin, Victor, faut déjà qu'il rejoue, et ensuite le problème, il est au-delà de ça, c'est qu'il va falloir piquer la place à d'autres joueurs. C'est idiot à dire, mais ça sera les 12 meilleurs joueurs européens qui vont la jouer cette Ryder. Et est-ce que Victor est meilleur que ces 12-là qui iront pour le moment, non. Pour le moment, clairement, non. Il faut être dans les 50 premiers mondiaux. Il faudra même peut-être être dans les 40, voire dans les 30 pour être dans cette équipe européenne. Donc ça veut dire qu'il va falloir sacrément bien jouer. Voilà, il avait enchaîné 2 top 10 sur la race finale pour y arriver, Victor, avec 7 ou 8. Avec une finale en championnat du monde. Voilà, 2 top 10 majeurs. Donc au total, 7 ou 8 performances que je qualifierais de mondiales, c'est-à-dire du top 10 majeur ou du top 3 à Wentworth en finale de race. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et il y a d'autres joueurs qui vont très très vite, même des jeunes joueurs comme Paul Dune qui sont excellents. Et c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir être meilleur que ces gars-là. Et quand on ne joue pas le Masters, parce qu'à ce jour c'est le cas, Victor Dubuisson ne jouera pas le Masters, ne jouera pas l'US Open. Donc à partir de là, quand on joue pas et s'il gagne un tournoi avant le Masters, il peut pas se qualifier, non? Si. Il faut intégrer le top 50 2 semaines avant, c'est ça, Arnaud? Ouais. Donc, il le fera. Moi je le dis, il le fera. On prend les paris. Pourquoi pas? Il a la possibilité. Maintenant, faut le faire. Il faut gagner un gros tournoi quand même, parce que pour entrer dans les 50, il faut quand même. Et déjà, il faut jouer tout court. Voilà pour la Ryder Cup, en tout cas pour Victor Dubuisson. Allez, rapidement quand même pour clore sur le sujet. On parle que de Victor, mais un Lévy ou pourquoi pas un Wattel ou un Lorenzo ou un Pavon, Ben. Évidemment Lévy, puisqu'il a gagné 4 fois depuis 2014. Il n'y a qu'en 2015 qu'il n'a pas gagné de tournoi. Donc ça, c'est une régularité à ce niveau-là qui est exceptionnelle. Côté français, le seul truc qui est gênant chez Alex, et il le sait très bien, c'est ses performances au plus haut niveau. Il n'a aucun top 10 en majeur ou en WGC. Et à partir de là, c'est très bien de gagner le Porsche Open ou l'Open de Chine. C'est des beaux tournois, mais ça vaut pas une finale de race. Ça vaut pas les perfs qu'a fait Victor Dubuisson avec des top 10 majeurs, des finales de WGC. Donc à partir de là, pour l'instant, c'est impossible. Petite pièce sur Mathieu Pavon qui progresse. Tout simplement, mais c'est pareil, il va falloir des gros pets, et pour l'instant, il n'y en a pas encore côté français. Il va falloir aller très vite et très très fort parce qu'on est déjà en janvier. La Ryder, c'est en septembre. Et puis non, mais Mike, je trouve que là, je l'ai jamais vu aussi déterminé, aussi travailleur. On sent que il a vraiment au fond de sa tête la Ryder, et il peut nous surprendre, vraiment. Mike, c'est Mike Lorenzo Vera. Allez, Johanna, on continue avec vous et votre chronique hebdomadaire. Après l'enseignement la semaine dernière, vous avez eu envie de nous parler d'un sujet beaucoup plus polémique aujourd'hui. Oui, les questions du changement du code vestimentaire sur le tour féminin.
Alors le LPGA a récemment voté pour l'interdiction de vêtements révélateurs comme des décolletés plongeants, des jupes courtes et des leggings. Donc pour mettre les choses au clair, cette décision vient de plusieurs joueurs du tour qui visiblement désapprouvaient les tenues de certaines de leurs collègues. Alors en quoi ça les gêne ? C'est une bonne question. De la jalousie, sûrement. On sait que c'est un sentiment assez courant chez les femmes. Donc quand j'entends les filles jaser dans le dos de Paige Spiranak, la star des réseaux sociaux avec plus d'1 million de followers sur Instagram, en se plaignant que c'est injuste qu'une fille qui joue moins bien qu'elle reçoive plus d'attention, ça me fatigue. Paige a entièrement raison de mettre sa plastique en évidence avec justement des décolletés plongeants et des jupes relativement courtes. C'est ce qui s'appelle se servir du système, d'où le fameux dicton anglais « sex sells », traduction « le sexe vend ». Cela lui a apporté de la notoriété et donc beaucoup de sponsors à l'appel. Et cela a aussi permis de faire découvrir le golf à un nouveau public. Si on avait plus de joueuses comme Paige, Lexi Thompson, Michelle Wie, Nathalie Gulbis ou Paula Creamer, qui chacune totalise un minimum de 150 000 followers, on aurait nettement plus de spectateurs présents sur les tournois et derrière leurs écrans de télé. C'est peut-être une dure réalité à encaisser pour certaines, mais il le faut pour gagner en audience. Les filles ne pourront jamais rivaliser avec les hommes en termes de puissance ou de jeu spectaculaire, il faut donc chercher d'autres attraits. Soit plus de glamour sans tomber dans le vulgaire, une attitude plus souriante et détendue, et être davantage proche du public. Bref, ce changement de code vestimentaire est synonyme de retour en arrière, et ce n'est pas ainsi que l'on va populariser notre sport. Merci Johanna. Vous voulez réagir Benjamin, c'est peut-être dangereux de réagir sur le sujet. Il vaut mieux laisser Johanna, mais vous avez le droit de vous exprimer. Benjamin. C'est vrai qu'en ce moment, parler de tout ça, de ces histoires, c'est un peu dangereux. Donc, non, mais complètement d'accord avec Johanna. Et juste pour clarifier, Johanna, vous êtes pour un personnage comme Paige Spiranak, qui on le rappelle, est pro, mais ne joue pas n'est pas assez forte pour jouer sur le circuit pro, mais fait parler d'elle. Elle a joué sur le tour européen, elle n'avait pas été ridicule sur le tour non, européen. Elle n'est pas ridicule, j'ai vu jouer, elle a une frappe de balle tout à fait convenable, elle a un bon petit jeu. Bon, certes, oui, elle n'a pas encore le niveau pour évoluer sur LPGA, mais elle n'est pas ridicule et voilà. Non, Seul truc, c'est un peu l'histoire du sport professionnel féminin. Le tennis en est un petit peu sorti avec notamment des personnages comme Anna Kournikova qui a à toute proportion gardée est un peu le même personnage que Paige Spiranak. Avec une demi-finale de Wimbledon quand même. Voilà, quand même le niveau au-dessus, mais c'est un petit peu triste dans un sens que le sport féminin doive jouer sur son physique pur pour vendre. Ensuite, c'est vraiment bien qu'on parle de golf tout court. Paige Spiranak fait parler de golf via sa plastique, mais Mais le tennis féminin a aussi autant de succès. Vous voyez les tenues. La jupe est courte, vous voulez dire ? Ah oui, bah ça vend. Les sponsors, ils aiment sponsoriser des filles comme ça qui vont se mettre en valeur. Bah oui, ça fait vendre tout ça. C'est le marché, c'est le business. Moi, ça me choque pas. C'est juste un petit peu triste que ça doive se passer triste. comme ça. Oui, je suis d'accord. Mais bon, nous, déjà de toute façon, on a de la chance, nous les femmes, on soit les seuls avec le golf et le tennis à pouvoir vivre de notre sport, parce que dans toutes les autres disciplines, elles sont obligées de faire un autre métier à côté, les footballeuses, les basketballeuses, tout ça. Donc déjà, on a de la chance de pouvoir bien en vivre, donc on va pas se plaindre. Donc là, on peut gagner encore plus d'argent si on se met en valeur, si les filles qui sont jolies se mettent en valeur. Donc pourquoi les arrêter ? Et on en a une autre de polémique, comme toutes les émissions à présent. On en a une la semaine dernière et on retrouve l'inventeur de la polémique du lundi, Rémi Bedu. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Et nous sommes également avec Mathieu Bognac, un des internautes de la page Facebook de Rémi. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors Rémi, vous êtes pro à Montgriffon, l'un des pros français les plus actifs sur les réseaux sociaux, la voix également du salon du golf. Vous êtes présent chaque année à Évian, vous interviewez les joueuses et notamment Johanna. Bref, vous êtes incontournable sur la planète golf et tous les lundis sur votre page Facebook, donc on peut retrouver cette fameuse polémique du lundi. Alors la polémique de cette semaine, Rémi, c'était quoi ? Alors la polémique de cette semaine, elle m'a été inspirée par le drive énorme, fabuleux de Dustin Johnson. Et donc la polémique, c'était faut-il freiner l'évolution technologique ? Eh bien écoutez, on a Mathieu qui est avec nous, un internaute de votre page Facebook. Mathieu, vous en pensez quoi alors de ce frein à la technologie, pour ou contre ?
Comme je le disais à Rémi l'autre jour, je pense que aujourd'hui, on peut pas. Le golf, il traverse son temps, donc c'est pour moi une fausse polémique. Le tennis a évolué, d'autres sports comme les sports mécaniques évoluent. On est dans une ère où de toute façon la technologie elle se renouvelle perpétuellement et le marketing de toutes les marques en a besoin. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait au détriment du spectacle, de ce qu'attendent les gens en plus. Et pour le sport amateur, c'est quelque chose qui est important parce que on donne plus de tolérance au club et donc le plaisir est accentué. Et c'est une source de motivation. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette technologie, de ce que vient de dire Mathieu ? Je sais pas si c'est encore une source de plaisir. En tout cas, le plaisir, il a changé. C'est-à-dire que avant, on voyait beaucoup de champions gagner grâce au putting, grâce au petit jeu. Maintenant, c'est vraiment une nouvelle ère qui a commencé, où ce sont les longs frappeurs qui prennent le dessus. Benjamin, vous en pensez quoi de cette technologie où on frappe de plus en plus fort, de plus en plus loin ? Pour moi, c'est lié à la polémique de la semaine dernière qu'avait lancé Rémi sur le crowdfunding. Pour moi, faut faciliter l'accès du golf à tout le monde. Et pour moi, c'est simple. Jusqu'à 10 d'index et après 50 ans, on devrait légaliser un matériel plus facile à jouer. On sait qu'on est capable de le faire puisque ça a déjà existé. C'est des drivers à face trampoline, c'est-à-dire des drivers qui vont 20, 30, peut-être 40, 50 mètres plus loin que les autres drivers. C'est Callaway l'avait sorti avec le ERC notamment il y a une quinzaine d'années. On est capable de le faire, il suffirait juste de le ressortir et de le légaliser pour les plus de 10 d'index ou les plus de 50 ans. C'est également le cas pour les stries carrés sur les wedges qui donnent du spin plus facilement. Ces gens-là arrêteront la balle plus facilement sur les greens et passeront peut-être moins de temps sur le parcours. Du coup, le golf sera plus facile, plus accessible, on aura plus de monde sur les parcours et tout le monde sera content. Donc pour moi, c'est vraiment une question de niveau de jeu et d'âge dans laquelle il faut classifier le matériel de golf. Johanna ? Moi, j'ai pas vraiment j'ai rien contre. Bon, faut quand même garder des parcours suffisamment longs dans ce cas. Mais après, Dustin Johnson, il met quand même, par exemple, quand il a mis son énorme drive, il a mis mais 120 mètres ou un truc comme ça à Brian Harman. Donc c'est aussi c'est plus aux autres de bosser autant physiquement que lui. Bon, après lui, c'est vrai qu'il est grand, mais c'est pas qu'une question de technologie. Si tout le monde tape comme Dustin Johnson, c'est aussi de la technologie quand même. On tapait pas même avant, on tapait pas aussi fort. Si tout le monde commence à taper à 400 mètres, Saint-Andrews. C'est ça le problème. C'est par rapport au parcours, ça risque d'être un problème. Ouais, Tiger Woods vient de le dire. J'ai jamais tapé aussi fort. Il a 42 ans maintenant. Ouais. Tiger Woods, mais le problème c'est qu'on va bientôt taper les limites. Augusta a été allongé de 450 mètres ces 20 dernières années. Et là, je crois qu'ils sont obligés de racheter une partie de l'Augusta Country Club qui est de l'autre côté des arbres. À un moment, on va commencer à taper les limites. C'est par rapport au parcours que c'est problématique. Et Tiger Woods qui vient d'ouvrir un parcours et qui va en ouvrir d'autres, va dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les parcours de championnat ? On va être obligé de faire des parcours de plus de 7000 mètres, de dépasser ce qu'il appelle les 8 milliards. Donc effectivement, chez les pros, pourquoi pas envisager un matériel un peu moins performant. Mais en tout cas, jamais chez les amateurs, chez les entre guillemets joueurs du dimanche et chez les seniors. Il faut rendre le golf plus facile. Rémi ? Oui, alors, il y a deux choses. Et évidemment, je suis d'accord avec Benjamin. Il faut faire des règles pour les pros et des règles pour les amateurs. Pour les amateurs, il faut rendre le golf le plus facile possible, le plus accessible possible et leur donner le plus de plaisir possible. Quand on a interdit les belly putters, j'ai trouvé ça stupide d'interdire les belly putters pour les amateurs. Ah mais voilà. Tout à fait d'accord. Il fallait faire une règle pour les pros, une règle pour les amateurs. Et là, je suis ravi d'avoir joué mon rôle de poil à gratter parce que on doit réfléchir sur certains sujets. Et là, le sujet, c'est de réfléchir, est-ce que les règles sont adaptées à la fois pour les pros qui vont de plus en plus loin, de plus en plus vite, et les amateurs qui, eux, risquent de se décourager de plus en plus en voyant ça. Voilà. Ça c'est ma première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, et je le disais en préambule,
on change d'air, c'est-à-dire que les longs frappeurs commencent à dominer le golf moderne et on n'a plus de joueurs de petits gabarits ou en tout cas des joueurs de putting ou d'approche. Il suffit de regarder une stat qui est disponible pour tout le monde, PGA Tour stat, et vous regardez stroke gain, les 6 premiers du stroke gain du tee au green, donc du grand jeu, sont Dustin Johnson, Jordan Spieth, Jon Rahm, Molinari, Matsuyama, Justin Thomas. C'est-à-dire que ceux qui gagnent les tournois, ce sont aussi les 6 premiers au stat du grand jeu. Quand on regarde le putting, il n'y a pas un joueur qui gagne des tournois dans les 6 premiers du stroke gain putting. Voilà, donc il faut se poser des questions. D'accord, même si Jordan Spieth c'est pas le plus long frappeur du PGA Tour, autour de la 80e place. Voilà. Il n'est pas ridicule, non, il est loin d'être ridicule. Du tee au green, c'est-à-dire qu'il récupère sur les attaques de green. Benjamin, en tout cas, moi je trouve qu'il y a aussi, Johanna. moi je trouve qu'il y a aussi une justice parce que quand je vois tous ces mecs qui sont dans le top 10 mondial et qui tapent très fort, j'ai pu assister à leur entraînement physique et voilà, ils se font violence et ils méritent d'être là, quoi. C'est un autre travail, donc. Ça c'est une certitude de toute façon mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question maintenant, c'est que les gens. Non mais les petits gabarits, ils travaillent pas physiquement, beaucoup d'entre eux. Non mais les joueurs travaillent bien, mais dans tous les sports d'ailleurs. Mais justement, on atteint un peu dans tous les sports des limites. On voit en tennis tous les joueurs sont blessés. En rugby, ils sont blessés en permanence parce qu'il y a des collisions. Et là en golf, on a quand même l'impression qu'on atteint une certaine limite. C'est Jack Nicklaus et Tiger Woods qui ont dit qu'il fallait probablement changer de balle. C'est pas moi qui le dis. Et l'exemple que je donnais à Rémi Bedu, c'est Dustin Johnson a joué moins de fer 4 sur une saison que Arnold Palmer sur un seul tournoi en 1963. Donc il y a des clubs qui ne servent pas à Dustin Johnson. Ce qu'on aimait dans le golf, c'était Ballesteros qui savait faire des effets, qui savait se servir de tous ces clubs. Et malheureusement, le golf devient un petit peu stéréotypé. Donc voilà, est-ce qu'il faut légiférer maintenant ou est-ce qu'il faudra le faire dans le futur ? Moi, je pense qu'il faudra le faire. Est-ce que c'est maintenant ou pas, Benjamin ? Juste pour conclure, vous parliez de Jack Nicklaus, Arnaud. Jack Nicklaus a imposé une balle plus petite qui vole 25-30% de moins sur un de ses parcours dans les îles Caraïbes. Je crois que c'est aux Bahamas, justement, parce que le parcours est très petit sur une étendue de terre très petite. Donc, il a imposé une balle plus petite et apparemment, selon Jack Nicklaus, ça se passe très bien. Rémi, pour conclure sur le sujet. Ouais, c'est la balle qu'il a dessinée avec McGregor, ça s'appelle la Cayman Ball. Pareil, tout à fait, voilà. Vous pouvez trouver ça sur Internet, exact. Non, pour conclure, si vous regardez pareil les stats entre l'European Tour est frappé pareil entre 1998 où Canonica drive à 295 mètres et maintenant l'Australien Scott Hand drive à 330 yards, il y a 35 mètres de différence exactement comme sur le PGA Tour. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rallonge tous les parcours ou est-ce qu'on freine la technologie chez les pros ou est-ce qu'on laisse les pros taper le plus fort possible pour faire du spectacle pour les amateurs? Voilà, la question est lancée. Allez, c'est parti. On pourra en parler des heures, juste pour conclure. On en parlera des heures d'ailleurs. C'est que le problème, c'est que exactement comme l'a dit Jack Nicklaus, plus les balles vont loin, plus on va devoir faire des parcours durs. Mais le problème, c'est que qui joue les parcours ensuite, qui finance le golf, c'est les golfeurs amateurs qui vont devoir jouer ces parcours très compliqués. Donc vraiment imposer des limites pour les pros et laisser les amateurs jouer avec du matériel très facile. Je me répète, mais je suis d'accord. Il faut le dire. Super d'accord. Merci Rémi d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine polémique du lundi. Merci Rémi Bedu. Je rappelle, vous êtes pro à Montgriffon. À très vite sur les antennes de l'équipe.fr pour le podcast du Journal du Golf. À bientôt. C'est terminé pour cette semaine. Merci Johanna Claten d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci également à Benjamin Cadieux. Merci à Martin Coulon que nous avons donc joint d'Abu Dhabi. Merci à Rémi Rivière de nous avoir aidé à préparer cette émission. Et merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. Le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr revient la semaine prochaine. Salut à tous. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.